Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La fin du travail, Jeremy Rifkin, un livre qui prophétise la fin, ou en tout cas la diminution très forte du travail. Livre qui date de 1995, donc la prophétie de Jeremy Rifkin s'est-elle réalisée, oui ou non? On a l'impression que non. Peut-être ne s'est-elle pas encore réalisée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette réflexion sur la fin du travail est à prendre en compte pour réfléchir à l'avenir non seulement du monde du travail, mais de nos sociétés dans leur totalité. Alors pourquoi parle-t-il de fin du travail? Cela est lié principalement à la révolution technologique que nous vivons aujourd'hui. Quand le logiciel remplace le personnel. Et on le voit, me semble-t-il, aujourd'hui dans le vocabulaire employé, dans les ressources humaines, comme on dit, non, on dit même plus ressources humaines, on dit RH, parce qu'on a honte de considérer les humains comme des ressources, alors on cache ça sous des lettres dont on oublie le sens. Quand le logiciel remplace le personnel. Les technologies industrielles antérieures avaient supplanté le travail humain sous son aspect de puissance physique, en remplaçant le corps et les muscles par des machines. Les nouvelles technologies informatiques promettent la relève du cerveau humain lui-même, en substituant aux êtres humains des machines pensantes dans toute la gamme des activités économiques. Il écrit ça donc il y a 28 ans. On voit aujourd'hui arriver sur le marché les intelligences artificielles, ChatGPT, des choses comme ça, qui effectivement ont pour ambition de remplacer, ou du moins de promettre la relève du cerveau humain. Ce qui évidemment est problématique. Qu'est-ce qu'on fait de nos cerveaux dans ce cas-là? Les implications en sont profondes et d'une portée incalculable. Constatons d'abord que plus de 75% de la main-d'œuvre dans la majorité des pays industriels effectue des travaux ne demandant guère plus que de simples gestes répétitifs dont les outillages automatiques, robots et ordinateurs de plus en plus complexes pourraient le plus souvent s'acquitter. Pour les seuls États-Unis, cela signifie que dans les années à venir, plus de 90 millions d'emplois sur une population active totale de 124 millions de personnes pourraient être remplacés par des machines. Donc voilà le problème. Sommes-nous remplacés par des machines? À quel moment serons-nous remplacés par des machines? Il semblerait que cette idée que le travail s'effondre et que tout devient fait par des machines prenne peut-être plus de temps que ce que dit Jeremy Rifkin. Enfin, il ne donne pas vraiment de calendrier, mais on a l'impression, enfin en tout cas l'impression que j'ai, mais il faudrait aller chercher les chiffres, l'impression que j'ai, c'est que aujourd'hui on a encore besoin d'humains, fort heureusement. Est-ce que ça va durer? Voilà la question. Et puis, si nous n'avons plus besoin d'humains pour la production de ce que nous consommons, on n'a plus besoin de travail ou de beaucoup moins de travail. Comment on gère le monde du travail? D'autant plus que nous sommes de plus en plus nombreux, que nous vivons plus âgés. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a moins de travail, mais en même temps, on devrait travailler plus. Les âges de retraite augmentent avec des résistances que l'on connaît à l'heure actuelle. Le débat est extrêmement nourri sur ces questions-là. On demande aux gens de travailler plus dans un monde où il y a moins de travail. Comment gérer ceci? Que faire? Et quel est l'avenir possible? Comment ce paradoxe-là peut-on le résoudre? Et donc pour Jeremy Rifkin, c'est lié vraiment à ces nouvelles technologies
de l'informatique et de la télématique qui, dit-il, ont augmenté le volume et accéléré le flux des activités à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas que dans certains domaines, et c'est là qu'est sans doute le défi majeur. La compression du temps impose des réactions plus rapides et des décisions plus promptes pour rester compétitif. Dans cette nouvelle culture de la nanoseconde, les fonctions traditionnelles de contrôle et de coordination de la gestion paraissent insupportablement lentes et totalement incapables de répondre en temps réel à la vitesse et au volume des informations absorbées par l'organisation. À l'ère de l'information, le temps est la denrée vitale et les entreprises enlisées dans des schémas de commandement hiérarchique obsolètes ne peuvent espérer effectuer leur choix suffisamment vite pour rester en phase avec le flux d'informations qui les assaille en exigeant des réactions immédiates. Face à ces flux d'informations, une machine est beaucoup plus efficace qu'un être humain. Voilà ce qui est dit. Et donc, a-t-on encore besoin d'humains? La question est quand même assez terrible. Nous sommes des humains et non des machines. Et se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin des êtres humains, montre quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde-là. Aujourd'hui, un nombre grandissant d'entreprises déconstruisent leur hiérarchie organisationnelle et éliminent de plus en plus de cadres moyens en réunissant plusieurs fonctions en un seul processus. Puis elles confient à l'ordinateur le soin d'assurer les fonctions de coordination prises en charge auparavant par un grand nombre de personnes qui travaillaient souvent dans des services et des bâtiments distincts au sein de la société. Donc c'est d'abord peut-être chez les cadres intermédiaires que l'emploi devient problématique. Il y a des postes qui deviennent tout simplement inutiles. Les postes de direction sont sans doute encore nécessaires, des postes de travailleurs à un niveau plus bas aussi. Entre deux, il y a sans doute des échelons qui sont amenés à disparaître. Il y a des restructurations, le terme a été employé extrêmement fréquemment, qui sont nécessaires pour être plus compétitifs, pour produire plus, de manière plus efficace, en limitant les coûts, etc. Donc on a ici, encore une fois, moins besoin d'humains, parce qu'avec moins d'humains, on produit plus. Là encore, paradoxe, on produit plus en travaillant moins. Travailler plus pour gagner plus, travailler plus pour produire plus, ben non. Travailler moins pour produire plus. Donc, là aussi, plein de questions d'organisation, de gestion se posent. Et ça se pose dans des domaines très variés. Et Jeremy Rifkin fait une liste de différents domaines. Par exemple, il part de l'exemple de l'agriculture. Alors, avec une vision de l'agriculture qui, sans doute, aujourd'hui, nous paraît dépassée, parce qu'une réflexion liée au réchauffement climatique, liée à un retour à une agriculture plus traditionnelle, s'est faite depuis cette époque-là, même si cette vision que lui propose, ou en tout cas qu'il constate à son époque, dans la fin du XXe siècle, effectivement est une agriculture qui nécessite très peu de travailleurs. Et c'est le cas aujourd'hui. Le secteur primaire, l'agriculture, emploie au fond très peu de gens, du moins dans les sociétés les plus développées. Et c'est aussi un problème, c'est des emplois en moins. La réunion des révolutions informatiques et biotechnologiques en un complexe technologique unique laisse prévoir une nouvelle ère de la production alimentaire, divorcée d'avec la terre. Le climat, les cycles des saisons, tous facteurs qui conditionnèrent longtemps les rendements agricoles. Dans le demi-siècle à venir,
l'agriculture traditionnelle de plein air va probablement décliner, victime des forces technologiques qui la remplaceront rapidement par la manipulation des molécules en laboratoire. On voit déjà de la viande de laboratoire, par exemple, aujourd'hui, donc c'est pas encore fait, mais certains suivent cette voie. Les machines et les produits chimiques ont évincé la force animale et le travail humain à la faveur de la première révolution technologique agricole. La révolution biotechnologique qui se déploie va bientôt remplacer la culture de la terre par des cultures de laboratoire et bouleverser pour toujours la façon dont les humains percevront la production de la nourriture. Alors sans doute là, il va trop loin. Nous ne sommes pas prêts à changer si fondamentalement. Au contraire, et c'est une manière sans doute de recréer des emplois. Je pense que ce n'est pas la solution qu'il propose, mais recréer des emplois dans le secteur primaire avec des gens qui travaillent la terre, mais qui la travaillent d'une manière plus respectueuse et plus lente et plus naturelle, pour employer un terme dont je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il veut dire, peut-être est-ce une autre manière de faire. Peut-être que cette révolution technologique peut être freinée, mais ce n'est pas du tout ce que pense Jeremy Rifkin, en tout cas dans ce livre-là. Et donc, il montre que partout, les emplois sont menacés. L'agriculture, c'est déjà, au fond, un secteur où les emplois ont énormément diminué, mais d'autres auxquels on ne s'attendrait pas. Le monde ouvrier a vu ces révolutions-là aussi avec la robotisation, ou est en train de voir cette révolution-là avec, là aussi, des métiers qui disparaissent, ou en tout cas qui changent. Là aussi, il faudrait aller regarder plus finement l'évolution depuis l'écriture de ce livre-là jusqu'à aujourd'hui, voir si véritablement c'est des emplois qui ont disparu ou si ce sont des emplois qui se sont transformés. Mais ça va même jusque dans des domaines où on avait l'impression que l'humain était absolument nécessaire et que le travail n'était pas menacé. Les machines intelligentes envahissent déjà les spécialités hautement qualifiées et mordent même sur l'enseignement et les arts, pourtant réputés imperméables depuis toujours aux pressions de la technologie. Médecins, juristes, comptables, consultants, scientifiques, architectes et autres utilisent des moyens informatiques spécialement conçus pour les aider dans leurs actes professionnels. C'est ainsi que des robots informatiques ont maintenant pénétré la chirurgie humaine la plus délicate. Robodoc, un engin de moins de 115 kg, mis au point par des chercheurs de l'université de Davis en Californie, a pris part, le 7 novembre 1992, à sa première opération sur un être humain de 64 ans, une prothèse de la hanche. Le robot, équipé d'un dispositif informatisé de tomographie produisant des images tridimensionnelles du fémur, possède un bras de faisage automatisé. Ensuite, il explique comment ça fonctionne. Pour l'instant, le robot ne travaille pas tout seul. Pour l'instant. Dans le domaine de l'éducation, les 152 000 bibliothécaires des États-Unis s'inquiètent de plus en plus des systèmes informatiques capables de chercher, récupérer et transmettre par voie électronique des livres ou des articles au moyen des autoroutes de l'information. C'est comme ça qu'on appelait Internet à l'époque de ses tout débuts. On est vraiment encore dans un monde où le réseau est petit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Les réseaux de type Internet peuvent fournir des extraits de milliers de journaux et d'ouvrages en quelques minutes. Ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais derrière, c'est effectivement aussi des emplois qui peut-être vont disparaître ou ont disparu. Donc que faire face à ces
changement majeur dans les structures du monde du travail. Nous approchons d'un carrefour historique dans l'histoire de l'humanité. Voilà jusqu'où va Jeremy Rifkin. Des entreprises de taille planétaire sont aujourd'hui capables de produire des volumes prodigieux de biens et de services avec une main-d'œuvre plus réduite que jamais. Les nouvelles technologies nous font entrer dans une ère où la production pourra presque, alors évidemment ce presque, il faudrait le chiffrer, se passer de producteur au moment précis de l'histoire du monde où la population humaine atteint des chiffres sans précédent. Le choc entre la pression démographique et la disposition des emplois va façonner pour les décennies à venir la géopolitique de la nouvelle économie high-tech mondialisée. Avec toutes les conséquences possibles qui sont relatées, un monde avec moins d'emplois, avec plus de chômage, deviendrait aussi un monde plus dangereux. Il constate une hausse de la délinquance, par exemple. Et puis, évidemment, il y a des solutions possibles. Il y a repenser la semaine de travail. Si il y a moins de travail, il faudrait travailler moins. Il parle d'un nombre d'heures hebdomadaires qui serait de 30 heures, par exemple. Ou d'une semaine de 4 jours de travail et non de 5, qui a été mise en place d'ailleurs depuis à certains endroits, même si les 30 heures, on est quand même partout au-dessus aujourd'hui. Mais l'avenir va peut-être aller dans cette direction-là, et on n'a pas l'impression, au contraire, on a l'impression au contraire qu'aujourd'hui on est plutôt dans l'idée qu'il faut travailler plus. Mais travailler plus implique qu'il y ait du travail, et c'est là le doute qu'a Jeremy Rifkin. Donc il va proposer cette solution-là. Comme autre solution aussi, il développe ce qu'il appelle le tiers secteur, c'est-à-dire notamment, puisqu'on travaillerait moins, on aurait du temps pour faire d'autres choses, notamment du bénévolat, de l'aide aux autres, qui pourrait être défiscalisée, qui pourrait être même en partie encouragé par l'État, etc. Même s'il ne met pas l'État au cœur de son dispositif, c'est un Américain, les Américains sont peu étatistes, sans doute que dans d'autres pays on insisterait plus sur le rôle de l'État. Et donc, quel est l'avenir du travail ? Jeremy Rifkin a-t-il raison ? Assistons-nous à la fin du travail ? Encore une fois, il semblerait quand même que pas tout à fait. Mais envisagez au moins qu'il soit possible qu'une fin du travail arrive et essayer de trouver des alternatives au travail me paraît être une réflexion nécessaire à poursuivre dans l'avenir. Il y a dans ma pile à lire d'autres livres sur cette question-là, plus récents, qui peut-être vont modifier mon point de vue en actualisant ces questions-là, même si ces questions technologiques sont présentes. Il y a toute la question climatique qui est aussi essentielle et qui est peu présente dans ce livre-là, même s'il l'évoque quand même. Bref, plein de questions se posent. Alors, il évoque certaines certitudes, en tout cas les siennes. Les voici pour terminer. Que savons-nous de façon certaine ? Que nous entrons dans une nouvelle période de l'histoire où les machines remplaceront de plus en plus le travail humain dans la production des biens et des services. Que les échéances sont certes difficiles à prévoir, mais que nous sommes sur une trajectoire qui nous conduira irrévocablement vers un futur automatisé. Ça, on peut remettre en cause quand même. Irrévocablement vers un futur automatisé. J'ai le sentiment que les questions climatiques peuvent remettre en cause cette idée que tout sera automatisé. Il faut avoir aussi l'énergie pour, j'entends, les ressources énergétiques. Et que nous atteindrons vraisemblablement
le stade d'une production sans travailleurs, au moins dans l'industrie, dans les premières décennies du siècle à venir. On n'y est pas encore tout à fait, mais quand même. Que le secteur tertiaire s'automatisera moins vite, mais aura vraisemblablement atteint un stade de quasi-automatisation vers le milieu du prochain siècle. Quelle sera la situation en 2050 à ce niveau-là? Voilà une question pour Rifkin. Dans le secteur tertiaire, on y sera aussi à l'automatisation. Que l'industrie du savoir et de l'information émergente pourra absorber une petite partie de la main-d'œuvre ainsi déplacée, mais certainement pas assez pour peser de façon sensible sur les statistiques du chômage. Que des centaines de millions de travailleurs seront contraints à une oisiveté permanente par les forces conjointes de la mondialisation et de l'automatisation. Enfin, de l'automation plutôt. J'avoue de ne pas trop savoir la différence entre les deux. Que ceux qui auront encore un emploi travailleront moins longtemps pour permettre une répartition plus équitable des heures de travail disponibles et la création d'un pouvoir d'achat permettant d'absorber les augmentations de production. Je lis ce texte-là au lendemain de la décision d'augmenter l'âge de la retraite en France de 62 à 64 ans. Décision contestée, peut-être pour ce genre de raisons, entre autres. Qu'avec la substitution croissante des machines aux travailleurs dans les décennies à venir, l'énergie de millions de personnes ne sera plus soumise au processus économique et à la logique du marché. Et je crois que c'est la question fondamentale. Comment sortir de la logique du marché? Comment s'émanciper de ce marché généralisé qui dicte nos vies entières, dont le travail est une partie essentielle. Alors, fin du travail, oui ou non, le titre évidemment est fait pour susciter des réactions. Fin du travail, bien sûr que non. Mais en tout cas, penser différemment le travail est effectivement, me semble-t-il, essentiel aujourd'hui. Et la réflexion est très souvent freinée. Donc, essayons d'accélérer en continuant à réfléchir avec Jeremy Rifkin et d'autres sur cette question-là.